Martine Biron, Hélène Buzetti, Michel David, bonsoir. Et notre collègue d'Ottawa, Louis Blouin, qui est avec nous. Parce que, Louis, vous avez écrit un texte qui a attiré notre attention sur les frais d'avocat de Mme la gouverneure générale d'Ottawa, parce que cette histoire-là n'est pas terminée. Oui, ça continue, Patrice. Et le bureau de la gouverneure générale confirme avoir dépensé 110 000 jusqu'ici d'argent public en frais d'avocat dans la foulée de cet examen interne du climat de travail à Rideau Hall. On sait que Rideau Hall est secoué par une crise depuis ces derniers mois. L'ancien juge Michel Bastarache de la Cour suprême, qui agit à titre de conseiller constitutionnel auprès de la gouverneure générale, a empoché jusqu'à maintenant 36 000 La prestigieuse firme d'avocats Blakes aussi a empoché 74 000 jusqu'ici pour accompagner, conseiller le bureau de la gouverneure générale dans cet examen du climat de travail, examen indépendant qui se déroule actuellement. Facture qui pourrait continuer de grimper. Patrice, au bureau de la gouverneure générale, on explique qu'il n'y a pas de conseiller juridique à l'interne pour conseiller la gouverneure générale. Alors, c'est ce qui justifierait d'aller chercher des services comme ça à l'extérieur. Et on dit que cet examen du climat de travail soulève aussi des questions légales et constitutionnelles. Alors, c'est comme ça qu'on justifie tout ça. Et j'ajoute un élément d'information. Oui. Carl Bélanger, ancien directeur national du nouveau Parti démocratique, a aussi été embauché par la gouverneure générale pour sa gestion de crise cet été, alors que le bureau de Mme Payette devait gérer toutes les retombées négatives de ces allégations d'un climat de travail toxique. Bien, M. Bélanger, lui, a obtenu un contrat jusqu'ici de moins de 5 000 pour conseiller en matière de communication stratégique Mme Payette dans la foulée de cette crise-là. Alors, des factures qui s'accumulent. Louis, dites-moi, en terminant, à quel moment on aura le fruit de cette enquête-là et qui l'a fait? Rappelez-nous, le conseil privé, donc le ministère du premier ministre, a mandaté une firme privée pour faire enquête. Et à quand les résultats? On nous dit que ce rapport-là doit être rendu cet automne. On n'a pas de détails plus précis sur l'échéancier. Et à savoir aussi si toutes les révélations seront rendues publiques. Tout ça, je vous le rappelle, a été commandé par le gouvernement, le bureau du conseil privé. On attend tout ça avec impatience. Louis, merci de votre visite. Merci de nous avoir amené cette nouvelle. Ça va nous... on va partir là-dessus. Hélène Buzetti, bonsoir. Je vous donne la parole. Bonsoir. Elle se défend. En fait, ce qu'on souligne par cette histoire-là, c'est que c'est long, puis ça peut être long et pénible pour beaucoup de monde. Ça peut aussi... Moi, je pense qu'il y a deux façons de comprendre cette information. D'une part, ça peut vouloir dire qu'elle a l'intention de s'accrocher à son poste, à vouloir comme ça se doter de services pour l'aider. Et il faut comprendre que c'est très difficile de se débarrasser d'un gouverneur général. J'ai fait quelques vérifications et en fait, ce que le premier ministre peut faire au mieux, c'est de lui chuchoter à l'oreille qu'on aimerait bien qu'elle s'en aille. On n'a pas le pouvoir de la congédier. Si on veut faire ça, il faut passer par la reine en Grande-Bretagne. Ça peut engendrer une crise constitutionnelle, monarchique, dont le gouvernement n'a peut-être pas très envie en ce moment. J'ai lu des spécialistes qui disaient que dans tout le Commonwealth, c'est arrivé seulement 3 fois dans l'histoire qu'on a congédié des gouverneurs généraux, une fois à Sainte-Lucie et l'autre fois à Sainte-Kitts. Bon. Donc, ça peut vouloir dire ça, mais ça peut aussi juste refléter la nature des allégations. Ce sont des gens à l'interne qui attaquent Mme Payette et donc peut-être qu'elle ne se sent pas en confiance de livrer sa stratégie avec des gens qui sont peut-être ses accusateurs. Oui, Michel David, est-ce que vous croyez que M. Trudeau a chuchoté dans l'oreille de Mme Payette que, peut-être pas là, mais un jour, bientôt, peut-être le temps sera venu de passer à quelqu'un d'autre? M. Trudeau lui-même, ça me surprendrait beaucoup, mais je ne serais pas surpris que quelqu'un d'autre du bureau de M. Trudeau, ou en tout cas dans l'entourage plus ou moins proche, lui ait suggéré de réfléchir, disons. Mais ce qui me dérange un peu, puis ce qui risque de chicoter, c'est que ces frais-là sont engagés par Mme Payette, dans le fond, pour sauver sa job. C'est pas... elle ne demande pas des conseils là, pour prendre une décision de nature constitutionnelle, comme par exemple quand Michel Jean avait dû, ni plus ni moins, arbitrer entre M. Harper, qui voulait proroger la session parce qu'il risquait d'être renversé, et l'opposition qui aurait voulu avoir de nouvelles élections, ou former une coalition. C'est pas la même chose, là. Alors, ces frais-là, disons, aux frais des contribuables, ils semblent moins, comment dire, légitimes aux yeux de justifiables auprès de la population que si c'était une décision dans l'exercice de ses fonctions qu'elle avait à prendre. Bon. Martine,
Au plus vite l'enquête, en ouais. fait, les résultats qu'on sache. Ouais. Oui. Bien, exactement, qu'on voit clair, mais je pense comme Hélène qu'elle s'accroche parce que sinon, elle n'aurait pas besoin de tous ces conseils-là. Et du côté de M. Trudeau, je pense qu'il est dans une situation où il n'y a pas vraiment le choix de gérer la crise en essayant de la rendre pas trop visible souvent, mais c'est visiblement parti en vrille, cette histoire-là. Alors oui, effectivement, vivement les résultats de l'enquête. Alors, à suivre. Oui, oui. J'allais dire qu'il y a peut-être un petit problème pour M. Trudeau aussi, parce que, outre les employés de Rideau Hall qui se plaignent anonymement, il y a eu d'autres reportages de CBC qui font état de problèmes similaires dans ces 2 précédents emplois, notamment au Centre des sciences de Montréal, qui est dirigé par une société de la Couronne. Et une personne là-bas a confié, je pense, à CBC, dire « C'est bizarre, quand M. Trudeau a songé à la nommer, il n'a pas appelé chez nous pour savoir si on avait des récriminations particulières. » Alors, peut-être que toute cette histoire aussi va finir par faire mal à M. Trudeau en mettant en lumière le fait qu'on n'a peut-être pas fait toutes les vérifications nécessaires et qu'on aurait su, si on avait appelé, qu'il y avait peut-être potentiellement un problème là, avec Mme Payette, là, puisque rien n'a été encore éprouvé, là, mais ça fait quand même beaucoup de monde là, qui commence à l'accuser. L'utile fait, vous dites qu'on lui aurait dit... Elle n'est pas facile. Bon, parce qu'il faut faire une différence entre quelqu'un d'exigeant et quelqu'un qui est tellement exigeant que ça rend les autres employés vraiment mal à l'aise et un malaise ça les fait profond. pleurer. C'est ça. Alors, c'est tout l'équilibre. On le sait, il y a plusieurs histoires de cette nature-là. Il faut être prudent quand même, parce que, bon, mais quand même. C'est un choix, hein? C'est un choix. Alors, il a choisi une vedette. Nous, ici, on a eu Lise Thibault, qui a marqué l'imaginaire, qui avait été... qui était handicapée, qui a été poursuivie et trouvée coupable de fraude et d'abus de confiance. Le mandat suivant, c'était quelqu'un d'assez âgé qui a été nommé lieutenant-gouverneur et qui était assez beige. On ne voulait pas avoir... pas trop de dépenses. On voulait pas de vedette. Oui, c'est ça. Très bien. Normes nationales, on y revient en CHSLD. Je ne vous ferai pas entendre les extraits d'hier, mais je veux vous entendre là-dessus parce que c'est loin d'être terminé. Martine, à Québec, quand M. Legault a dit « M. Trudeau joue avec le feu », est-ce que vous croyez qu'il a encore derrière lui, d'abord, le même consensus qu'il avait il y a un mois, des autres premiers ministres qui ne veulent pas de conditions et qui veulent que leur système de santé soit mieux financé? M. Legault n'en laisse pas passer une, hein, parce que dès que M. Trudeau sort pour dire qu'il veut, sur les transferts en santé, dire qu'il veut des normes, qu'il veut des conditions attachées au financement, M. Legault sort du tac au tac et c'est devenu récurrent. Alors oui, les champs de compétences du Québec, je pense qu'au Québec, la classe politique est unanime et je pense que l'Ontario et les provinces de son côté. Les discussions pour les transferts en santé ne sont pas commencées, mais c'est sûr que la pandémie a quand même donné certaines munitions au gouvernement fédéral. M. Legault, en ayant recours à l'armée, ça a été difficile pour M. Legault de faire appel au fédéral pour l'aider dans les CHSLD pendant la pandémie et il le paye peut-être un peu à ce moment-ci dans le discours et il est pris aussi avec une grande... Beaucoup de gens, en fait, dans la population au Québec sont assez critiques par rapport à la gestion du gouvernement du Québec dans les CHSLD. Et ça rend les choses plus compliquées. C'est-à-dire que M. Legault va devoir aussi faire des gestes là, pour améliorer la situation dans les résidences pour les personnes âgées. Ah bien, ça, c'est clair qu'ici, les gens, heureusement, on le souhaite, vont se souvenir de ce qui s'est passé pour que ça ne se reproduise plus. Hélène Buzzetti, qu'est-ce que M. Trudeau a en tête, d'après vous? Parce que ça dépend. Une condition, ça peut être élastique aussi, là. Oui, j'avoue on n'a pas réussi à se faire confirmer ce qu'il avait précisément en tête et ce qu'il voulait faire, mais on pense que ça peut ressembler à ce qu'on a vu dans le passé. On fixe un certain niveau minimal de ressources, de services, en contrepartie de l'obtention de ressources. Je pense que ce positionnement de M. Trudeau est de nature à plaire à son allié du jour, le NPD, qui n'a pas souvent fait la distinction entre les juridictions fédérales et provinciales. Là, je vous rappellerai que M. Jagmeet avait lancé la campagne électorale fédérale l'année dernière en promettant la construction d'un hôpital. Alors, je pense que c'est de nature à plaire au NPD, mais je suis assez d'accord avec Martine qu'un grand nombre de provinces, ou en tout cas certainement les plus grandes provinces ayant été le plus touchées par la pandémie, là, je pense ici
à l'Ontario et à l'Alberta sont susceptibles de ne pas être d'accord avec ça. Dans le discours du trône, il n'y avait même pas de mention quant à l'augmentation des transferts en santé. Non. Alors, M. Trudeau a un peu perdu la carotte éventuelle avec laquelle il aurait pu faire passer ces normes nationales. Alors, je ne sais pas trop comment il va s'y prendre. Peut-être qu'il va en appeler directement à la population pour mousser leur frustration par rapport à ce qui s'est passé, mais au Québec, je pense que les gens comprennent assez bien les distinctions et je ne suis pas certaine que ça va fonctionner. Ouais, comment vous voyez les prochains mois, Michel David, à ce sujet-là? Bien, il est clair que M. Legault là, est agacé de voir M. Trudeau qui donne l'impression de vouloir profiter de la pandémie pour empiéter sur les pouvoirs des provinces. Ça, c'est toujours l'agenda centralisateur qu'on reproche au gouvernement fédéral et en particulier aux libéraux. Les provinces, l'expérience nous enseigne que les fronts communs des provinces, c'est passablement fragile. Alors, on a vu plusieurs fois où toutes les provinces semblaient d'accord pour s'opposer à des intrusions fédérales et finalement, le gouvernement fédéral a négocié individuellement et le Québec s'est retrouvé finalement tout seul dans son coin. Et il y a toutes sortes de petits signes qui, j'imagine, doivent agacer M. Trudeau. Prenez, par exemple, je pense que c'est la semaine dernière, la ministre de la Santé réfléchissait tout haut à la possibilité d'appliquer la loi sur la santé aux tests de dépistage qui sont confiés à des laboratoires privés. En se disant, ben là, c'est peut-être une entorse au principe de la loi canadienne sur la santé. Peut-être qu'il faudrait pénaliser les provinces si elles font appel à des laboratoires privés. Alors, il y a toutes sortes de petits signes comme ça qui, je comprends, et agacent Monsieur Legault. Bon, on termine sur... puis ça va être long, ces négociations-là. Ça ne sera pas réglé d'ici Noël, là, Hélène. Là, et probablement pas d'ici la prochaine élection fédérale. Ouais. Non, mais on sent qu'il y a un agacement de part et d'autre, parce qu'il y a aussi Québec qui a levé le nez au départ sur les téléphonistes de Statistique Canada mis à leur disposition pour faire du retraçage de contacts, le rejet de l'application Alerte COVID dans un premier temps qu'on a fini par adopter, mais à Ottawa, je peux vous dire qu'on a un certain agacement envers une attitude de Québec qu'on sent comme rébarbative à toute aide fédérale. Mais quand M. Trudeau dit qu'il va, par exemple, comme le type de norme, là, il dit on pourrait empêcher le mouvement de personnel entre les CHSLD, on est vraiment presque dans la micro-gestion. C'est presque on va vous montrer comment faire des horaires. Alors, c'est sûr que pour M. Legault, ça devient comme c'est ingérable. Ça va devenir extrêmement compliqué, surtout si on commence à préciser clairement, spécifiquement, le type de façon dont on veut que les CHSLD soient gérés. Un petit mot sur le Parti québécois. Nous avions le chef hier en entrevue. Là, aujourd'hui, ils annonçaient conférence de presse sur qui va faire quoi. Martine, qu'est-ce qu'on doit retenir de la journée? Bien, qui commence un mandat, qu'il est assez néophyte. Là. Il arrive dans les souliers de chef. Il n'a jamais siégé à l'Assemblée nationale. Ça ne sera pas facile dans son caucus parce qu'il y a des gens qui ont pas mal plus d'expérience que lui. Il a opté pour un certain statu quo, mais ça ne sera pas facile aussi avec les autres partis parce qu'il a dit aujourd'hui, je veux m'installer à l'Assemblée nationale, je veux être présent. L'Assemblée nationale se doit de donner un bureau à un élu. Là. Il n'est pas élu et le PQ... Et Bérubé reste. Expliquez aux gens, Bérubé reste. Bérubé va rester... Pascal Bérubé demeure le chef parlementaire. Il a réussi à les convaincre de garder un certain statu quo là, pour que ça fonctionne quand même à partir de la semaine prochaine. Michel David, là-dessus? Oui, mais je pense que la décision de convaincre M. Bérubé de rester en poste était la meilleure que M. Saint-Pierre Plamondon pouvait prendre. S'il avait, par exemple, confié ça à un autre député, parce que de toute évidence, il n'était pas intéressé à ce que ce soit Sylvain Gaudreault, son adversaire principal dans la course, qui occupe le poste, et s'il l'avait confié à un troisième député, là, ça aurait été encore plus difficile à prendre pour M. Gaudreault. Tandis que M. Bérubé, il était là, il fait consensus au sein de son équipe, et il a fait un très bon travail au cours des 2 dernières années. Alors ça passe relativement bien. Pour le reste, j'ai hâte de voir, moi, d'abord, ce qu'il va confier à M. Gaudreault. J'imagine que si M. Gaudreault veut garder l'environnement, M. Saint-Pierre Plamondon va se faire un plaisir de lui laisser. Mais j'ai hâte de voir aussi la motivation de M. Gaudreault au cours des prochains mois. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui était arrivé à Alexandre Cloutier au lendemain de la dernière course. Il était favori. Jean-François Lisée avait gagné. Et on l'a vu tout de suite, M. Cloutier avait perdu la motivation et finalement
il a complété son mandat, mais sans grand enthousiasme, disons. Voilà. Bon, ben c'est pas mal ça pour ce soir. Merci beaucoup de nous avoir parlé. On se retrouve. Hélène, heureux de vous avoir retrouvé. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Ben, c'est parfait. Merci à vous trois. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.